bienvenue sur le plateau de Totalement Fibré. Merci à vous tous qui êtes fidèles. Et ceux qui ne sont pas fidèles, eh ben justement, on va parler de quoi pendant cette émission? De l'actualité, de Free et des télécoms. Je ne suis pas seul sur le plateau. Avec moi, il y a Lucas. Bonjour Lucas. Bonjour Olivier. Tu vas nous parler de quoi? Alors, je vais vous annoncer deux bonnes nouvelles qui concernent tous les abonnés Freebox. Et exceptionnellement, je vais m'occuper de l'info à toute vitesse. Ok, merci beaucoup. À côté de moi également, Max. Bonjour Max. Tu as beaucoup travaillé aujourd'hui. Dis-nous de quoi tu vas parler. Plus que vous, visiblement. Donc, on va peut-être retrouver ça dans l'émission. Je vais vous parler de Free Mobile qui défend ses débits 4G, 5G face à la campagne de mesure de débit de l'ARCEP dévoilée la semaine dernière. Puis je vous retrouverai, je pense, pour le Free Fight, il y a beaucoup de choses à dire. On va parler télécommande, interface des box par rapport au service SVOD. Ok, ça marche. Et enfin, Dimitri. Bonsoir Dimitri. Bonjour Olivier, bonjour tout le monde. Donc on va parler bonne affaire éco dans la boutique de Free Mobile et du chiffre de la semaine. Ok, ben c'est parti tout de suite avec le gros dos. Une fois n'est pas coutume, on va s'intéresser aux grosses nouveautés lancées cette semaine par Free. C'est Max, justement, qui va nous en parler. Alors, ce n'est absolument pas une nouveauté, c'est une justification, puisque rien ne va plus entre Free Mobile et la campagne sur la qualité de service des réseaux mobiles dévoilée la semaine dernière par l'ARCEP et réalisée par QAC, que Free Mobile connaît bien, puisqu'il y a déjà eu des antécédents entre cette entreprise et l'opérateur. Alors, dans cette campagne, les débits 4G de Free Mobile apparaissent bien plus lents que ses concurrents. Pire encore, sa 5G serait plus lente que sa 5G. Alors, sa 5G paraît plus lente que sa 4G. Alors, est-ce bien révélateur de la perception des utilisateurs sur le terrain? Bien, selon Free Mobile, pas du tout, qui s'est fendu d'une justification cette semaine. Alors, en usage réel, les abonnés Free Mobile disposent de débits 4G plus élevés et encore plus élevés en 5G, assure l'opérateur, soit plus que les 50 mégabits secondes en 4G dévoilés par l'ARCEP et les 31 mégabits secondes en 5G. Alors pour l'opérateur, ces disparités de débit résultent du protocole de mesure de l'ARCEP qui utilise la connexion monothread TCP cubique, c'est-à-dire donc pour Free Mobile, c'est loin d'être le meilleur choix actuellement, car ce protocole est selon lui obsolète, il date de 2008 et est fondé sur la perte de paquets et peut dégrader les performances. En tout cas, son Free Mobile, ses propres performances. Alors, pour l'opérateur, il faudrait au contraire utiliser le protocole, accrochez-vous bien, TCP BBR de 2016, qui devient majoritaire, ce que conteste encore aujourd'hui l'ARCEP. Alors celui-ci utilise des estimations, je cite, de bande passante et d'aller-retour pour un résultat qui serait plus proche de la réalité. Et à cela, Free Mobile ajoute que son réseau, pour sa part, a été optimisé à un usage à plusieurs connexions, donc multithread. Reste à savoir si le réseau des concurrents est plutôt été au contraire optimisé pour le monothread. Et il cite différents services comme Netflix, WeTransfer, la quasi-totalité des sites web, notamment le site de l'ARCEP, pour envoyer une petite pique à l'ARCEP. Et ceux-ci, en fait, utiliseraient entre 2 et 200 connexions TCP. Donc pas du tout du monothread. Alors pour montrer que ces débits, à lui, Free Mobile, sont plus élevés qu'annoncé, l'opérateur a dévoilé une étude réalisée par un prestataire de l'ARCEP, alors réalisée seulement à Paris et pas d'un point de vue national, sur 50 points. Alors effectivement, ce qu'il en ressort, c'est que ces débits sont améliorés en 5G, sont souvent à la hauteur de ses rivaux, mais ce que ne dit pas l'opérateur, c'est quelle bande de fréquence est utilisée pour ces tests, 3,5 GHz ou 700 MHz, qui est déployé massivement et qui est en réalité la raison pour laquelle ces débits sont plus faibles. Alors quoi qu'il en soit, Free Mobile demande aujourd'hui à ce qu'il y ait une évolution dans les prochaines campagnes de mesure de l'ARCEP. Alors qui dit vrai? C'est bien compliqué aujourd'hui de savoir qui a raison ou non. De son côté, l'ARCEP persiste et signe. Alors nous, on préfère couper la poire en deux et on préférera se baser plutôt sur le baromètre de NPerf au premier semestre sur la 5G qui, tout comme l'ARCEP, montre que Free Mobile est largement quand même à la traîne par rapport à ses rivaux, mais avec des débits 4 fois plus élevés en 5G que ce que peut démontrer les campagnes de mesure de l'ARCEP. Et puis il faut rappeler tout de même que, avant tout, ces débits qui sont démontrés dans ces études, mine de rien, ils peuvent paraître mirobolants pour certains et très bas pour d'autres. Dans tous les cas, j'ai envie de dire 30 mégabits seconde en mobile, ça suffira très bien pour la majorité des usages. J'ai envie de dire, si vous lancez une vidéo YouTube ou si vous avez envie de passer même un appel visio ou quoi, les 30 mégabits seconde suffiront énormément. Voilà, donc qui effectue des tests de débit aujourd'hui? Je ne pense pas que ce soit la majorité des abonnés des opérateurs. On a beaucoup de lecteurs qui doivent le faire effectivement, mais il faut rappeler que pour l'usage général,
on n'a pas forcément encore d'usage pour des débits. Et puis on peut le rappeler aussi que Free Mobile propose des débits moyens de 30 mégabits ou de 108 mégabits seconde, comme le dit NPerf. Sa 5G, en tout cas, n'est pas monétisée. Elle est au même prix que la 4G, donc voilà. Ça ne pose pas forcément de problème. Couverture parce qu'ils utilisent les 700 MHz, mais du coup, les débits sont moins importants. La fréquence 700 MHz utilisée déjà en 4G par Free Mobile, réutilisée en 5G, qui utilise la technologie DSS, peut dégrader la 4G, mais aussi la 5G. C'est Stéphane Richard, PDG d'Orange, qui vient de démissionner, qui l'a annoncé. Donc on se pose la question, en fait, aussi sur les tests de débit de l'ARCEP. Effectivement, si c'est sur un site, un 700 MHz 5G, effectivement, les débits peuvent être faibles. Mais dans tous les cas, pour la 5G, on attend toujours 2023 et le cœur de réseau pour une 5G avec des performances à la hauteur de ses ambitions. Voilà, tu as le mot de la fin. Lucas, garde-le, puisque pour le coup, tu vas nous parler d'une nouveauté qui est attendue depuis très longtemps. Free l'avait annoncé, notamment pendant les conventions. Il y a eu une bêta test, c'est enfin officiel, c'est lancé. Un bêta test, non ? Il y a eu un bêta test, excusez-moi. Donc, donc c'est enfin lancé pour tous les abonnés la possibilité de sauvegarder les paramètres de Freebox OS. Alors ça peut paraître un petit peu barbare comme ça, mais je vais vous expliquer déjà à quoi ça sert. Tout bêtement, lorsque vous allez devoir changer de serveur ou même simplement devoir effectuer un redémarrage d'usine si jamais il y a eu certains problèmes sur votre box. Ou déménager. Ou déménager même, voilà. Donc dans tous les cas, des changements assez importants du côté du serveur. Vous allez simplement pouvoir sauvegarder énormément de données pour pouvoir les réimplanter donc sur votre nouvelle box ou sur votre box fraîchement remise. Quelles données par exemple ? Pardon ? Quelles données ? Au niveau des données, par exemple, on peut avoir des paramètres Wi-Fi. Les paramètres Wi-Fi, le nom du réseau, le mot de passe et parfois même des paramètres très spécifiques pour les plus technophiles. Alors on va passer maintenant un petit peu à la démonstration. Donc ça se passe sur la page mafreebox.freebox.fr, connecté sur votre réseau Freebox évidemment. Vous vous rendez dans paramètres de la Freebox, vous allez voir c'est assez simple. Nous allons donc ensuite descendre dans le mode avancé pour arriver dans la section import, export et configuration. Tout bêtement ici vous allez choisir d'exporter la configuration pour récupérer vos paramètres. Vous enregistrez le fichier, on vous conseille évidemment de le renommer et de le ranger dans un endroit facilement trouvable pour éviter de s'y perdre. Et ensuite, il suffira juste de l'importer en faisant sélectionner un fichier ici. Vous cliquez sur le fichier, après vous devez redémarrer la Freebox, ce qu'on ne va pas faire parce que sinon nous, on va perdre l'accès à toutes nos caméras, donc on va éviter. Dans tous les cas, c'est quelque chose d'assez utile. Alors, pour l'instant, la fonctionnalité a encore quelques limites qui vont être levées au fur et à mesure de mise à jour. Le développeur annonce notamment que les bouquets favoris, les contacts, la liste des téléchargements en cours, le planning des enregistrements seront bientôt sauvegardables via cette fonctionnalité. En revanche, ce qui est affirmé, c'est que tout ce qui est sauvegardé sur votre disque dur et les disques des machines virtuelles, si jamais vous en avez créé, ne seront pas sauvegardés et ne le seront jamais. Dans tous les cas, énormément de données sont possibles, peuvent être sauvegardées. Concrètement, c'est plutôt sympa. Les enregistrements peuvent pas être sauvegardés. Exactement, voilà, ce sera vraiment uniquement des paramétrages et pas des données exploitables telles quelles. Je précise d'ailleurs que le fichier que j'ai téléchargé ne peut pas être lu en dehors de la Freebox, il faudra vraiment l'implanter sur votre serveur. Ok, merci beaucoup pour toutes ces explications. Et j'ai encore une autre nouvelle. Ah bon, Oui, c'est vrai. J'ai encore une autre nouvelle, mais là, cette fois, ça va concerner certains abonnés qui peuvent être, certains abonnés Freebox et qui peuvent être équipés de Smart TV Samsung, puisque Free nous l'a confirmé, ils ont désormais accès à Oki sur leur téléviseur. Alors, ça concerne donc notamment les abonnés Freebox Revolution, One et Mini 4K. Et Crystal. Et Crystal, évidemment. Il ne faut pas l'oublier. Et il ne faut pas l'oublier. Tu as bien raison, je m'excuse d'avance. Alors, avant, c'était réservé donc aux abonnés Delta et Pop. Maintenant, c'est accessible pour tout le monde. Je précise cependant que les modèles compatibles, ce sont les Smart TV ayant été lancés en 2018 ou plus tard et tournant sous Tizen OS 4.0 ou version supérieure. Ok, on imagine si on a la Crystal, il y a peu de chances qu'on ait ce genre de téléviseur. Et pourquoi pas ? Ça tombe sous le sens, il faut disposer d'une connexion Free, bien entendu. Évidemment. Et ça, c'est pour effectivement pour les abonnés Freebox. Ok, merci, c'est terminé. C'est bon. Dimitri, toi tu veux nous parler écologie. Oui. Free, c'est la joue écolo. Voilà, pas de Black Friday, mais un Green Friday cette année pour Free. Alors, on peut faire une bonne affaire d'un boutique Free Mobile tout en étant écolo. En quoi ça consiste ? Une offre de remboursement, on va le voir à l'écran,
sur des smartphones Samsung et des smartphones Apple. Une offre de remboursement de 30 € sur demande. Sur les reconditionnés. Voilà, sur les reconditionnés. Alors, donc, 2 modèles Samsung avec Recommerce. On a le S9 à 7,99, on a le S10 on donne les prix au comptant parce que... Voilà, au comptant, donc 200... Non, mais vu que ça concerne les offres FreeFlex, je donne les tarifs FreeFlex du coup. C'est vrai que cette offre ne touche que ceux qui utilisent le FreeFlex. Et donc le S10 à 13,99 €. Alors ces modèles, donc on parlait des Apple après, donc ces modèles, des modèles haut de gamme, pas de surprise au niveau des photos, par contre aucun n'est 5G. Petite précision aussi qui peut intéresser ceux qui veulent prendre un smartphone avec des mises à jour. Seul le S10 a le droit à la dernière version de One UI, donc l'interface développée par Samsung, basée sur Android 12, donc, qui va être annoncé. Donc seul sur le S10. Après, côté Apple, on a 4 modèles. L'iPhone 8, donc avec l'ancien design. Après, on a l'iPhone 10, l'iPhone 10R, l'iPhone 11. Donc 7,99, 13,99 ou 11,99 selon le modèle. Pareil, là on prend par mois. Par mois, on prend pas trop de risques. Sur combien de mensualités ? Sur 24. Alors pareil, là donc on prend pas de risque au niveau des capacités photos, des performances de l'appareil. Petite précision aussi, d'ailleurs tous ces smartphones ont droit à la dernière version d'iOS, donc iOS 15. C'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui veulent prendre du reconditionné et avoir un smartphone qui tient encore la route. Justement, tu nous parles de reconditionné. Free a 2 partenaires, donc effectivement PRS et Recommerce, qui a publié hier le classement des smartphones reconditionnés les plus vendus en France. On va le regarder tout de suite. Alors comme vous pouvez le constater, tous les premiers smartphones, ce sont soit des Apple, soit des Samsung haut de gamme. Il faut attendre la 5e place pour voir un Samsung apparaître quand même. Et une bonne partie, on retrouve dans les promos d'ailleurs. Voilà. On peut se poser la question, pourquoi il n'y a que ces smartphones haut de gamme qui sont proposés en reconditionné ? Il y a quand même un Huawei dans la liste. Ouais, le P30 Pro. C'est un ancien haut de gamme aussi. Hein, incroyable. Mais ça reste du haut de gamme donc. Ouais. Alors pourquoi ce sont ces smartphones-là qui sont proposés en reconditionné ? Et bien justement, on avait interrogé PRS, qui est l'autre partenaire de Free dans les smartphones reconditionnés, et on écoute tout de suite leur réponse. Alors, il y a un facteur prix qui est fondamental dans notre métier. Aujourd'hui, les clients vont acheter un reconditionné au début par rapport à un prix qui est extrêmement plus bas qu'un produit neuf. Et aujourd'hui, quand on regarde un petit peu la consommation, notamment en Europe, des Européens, des Français, etc., ils vont s'orienter principalement sur de l'iPhone ou sur du Samsung. Principalement de l'iPhone aujourd'hui dans le reconditionné. Pourquoi ? Parce qu'il y a une politique de prix chez Apple qui est très rigide. Et donc, finalement, un produit neuf ne va pas évoluer en termes de prix, ce qui est un petit peu différent chez Samsung, même si ça a tendance à évoluer. Et donc, ce qui fait que les produits reconditionnés phares sont orientés essentiellement sur des produits iPhone, Apple et Samsung. Voilà, donc vous avez pu découvrir les locaux de PRS et la façon justement dont on reconditionne les smartphones qui sont proposés chez Free notamment. On continue tout de suite avec les bonnes infos et les mauvaises de la semaine, c'est le Up and Down. Max, toi, c'est une très bonne nouvelle. Oui, une très bonne nouvelle. Certainement. La fibre de Free se démocratise à vitesse grand V partout sur le territoire, mais vous le savez, de nombreux réseaux manquent encore à l'appel. Bonne nouvelle, Free a été transparent cette semaine en annonçant prévoir, alors je dis bien prévoir, on connaît Free, prévoir donc en 2022, ça veut dire possiblement en 2022, peut-être en 2023, de lancer ses offres sur plus de 25 réseaux. Cela comprend des réseaux d'initiative publique, mais aussi des zones AMEL, donc d'appel à manifestation d'engagement locaux. Alors, ce qui est sûr, c'est que dans les prochains mois, l'opérateur ouvrira commercialement ses offres dans les réseaux, donc sur les réseaux de Gironde THD, où il y a eu des négociations assez difficiles. Bon, ça arrive, la fibre 64, Grand Axe et La Rochelle. Alors, au final, toutes les régions seront concernées par de nouvelles ouvertures, hormis la Bretagne, puisque Free est déjà présent sur Mégalis Bretagne et c'est le gros RIP de la région. Donc c'est une bonne nouvelle. On l'a vu dans les commentaires, beaucoup étaient en attente au moins d'une annonce ou d'une pré-annonce. Donc les abonnés sont contents, ils vont pouvoir se projeter et pas forcément passer chez Orange ou chez d'autres opérateurs avant. Alors aujourd'hui, on le rappelle, Free est présent sur 43 RIP. Et en zone très dense, 95% des prises déployées sont éligibles chez Free. D'accord, donc les 25 nouveaux réseaux prévus, on le rappelle. Ce sera pour 2022.
2022. C'est pas ça, en Il y tout en cas, a c'est- certains qui sont prévus dans les prochains mois, donc c'est une certitude, dans les prochains mois il y aura une ouverture. Pour les autres, c'est une... C'est en négociation actuelle. Alors on sait, certainement sur certains RIP, il y a encore des négociations, mais Free a lancé des communiqués, des dossiers de presse pour chacune des régions, pour montrer sa présence sur le mobile, mais aussi sur la fibre, en C'est qu'elle donnant doit- un pseudo-calendrier de sa future arrivée C'est sur qu'elles différents doivent réseaux. être déjà bien engagées. Les réseaux quand sont même. cités, donc vous pouvez aller sur le site d'Iliad dans la rubrique publication, retrouver votre région et regarder les réseaux donc concernés, ou alors aller sur universfreebox.com et trouver l'article C'est ce qu'il y a de plus simple. dédié. Ok, merci beaucoup pour ces bonnes nouvelles. Et bah toi, Lucas, bah justement, ça va être une moins bonne nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle. Alors ça concerne également la fibre, mais pas spécialement celle de Free, puisque l'ARCEP a fait preuve aujourd'hui, a montré un petit peu sa perplexité, puisque en 2020, une feuille de route de qualité fibre a été lancée pour éviter des problèmes lors des interventions, alors notamment des personnes débranchées au profit d'autres, des dégradations d'armoires, ou encore des déconnexions temporaires et intempestives. Alors certes, et elle se plaint que certains opérateurs ont pris du retard dans la signature de nouveaux contrats qui peuvent entraîner une amélioration de la qualité du réseau fibre. Alors ces nouveaux contrats ils concernent essentiellement aussi le nouveau mode stock, donc Exactement, pour les sous-traitants. Ce sont des contrats sous-traitance d'opérateurs commerciaux. Donc ils ont été annoncés en 2021. Ils reposent sur 3 grands principes globalement. Alors tout d'abord, évidemment, améliorer la sécurité et la qualité des interventions, ça c'est assez logique. En renforcer également la transparence et, du côté des opérateurs, rééquilibrer un petit peu les coûts de maintenance. Alors comment est-ce que les opérateurs entendent faire cela avec ces contrats? C'est notamment avec un accompagnement systématique de tout nouvel intervenant sur un réseau pour s'assurer qu'il n'y ait pas de bêtises de fait, mais aussi avec des audits communs qui vont permettre d'échanger et de partager leurs expériences, mais également aussi avec avec une possibilité de sanction qui peut aller même jusqu'à l'exclusion d'un sous-traitant sur certains réseaux, ou encore des comptes rendus horodatés ou un contrôle par un système d'intelligence artificielle pour justement avoir une meilleure transparence concernant les interventions. C'est en ce moment quelque chose qui est très développé, les nouvelles solutions pour pouvoir mieux contrôler la qualité du réseau fibre. On en avait déjà parlé il y a les pas si photos longtemps. prises avant et après intervention. Mais voilà. Alors, d'ailleurs, c'est sur ces contrats-là que certains opérateurs qui ne sont pas cités sont en pas retard. signés, et le mode stock. Exactement. Donc c'est sur ces contrats-là que les opérateurs sont en retard et donc l'ARCEP... Pas certains. Certains, des opérateurs sont en retard effectivement, mais l'ARCEP s'en plaint. On espère tous que au bout d'un moment la situation sera revenue à la normale. Alors, du côté, parce qu'en fait, ce sont des accords majeurs qui ont été signés entre les opérateurs d'infrastructure et les opérateurs commerciaux. Axion et Altitude ont signé dans la foulée à la suite de l'annonce de ces accords-là, donc en mars dernier. TDF devait signer, je suppose que TDF a signé depuis, et on n'a pas d'informations sur les opérateurs qui ont signé, et surtout ceux qui n'ont pas signé. Le but, en tout cas, c'est d'améliorer la qualité de connexion pour tous les abonnés. Et malgré tout, certains opérateurs se permettent d'être en retard et c'est quelque chose d'assez rageant. Ok, bah en tout cas, c'est bien que l'ARCEP intervienne. Exactement. Ou l'ARPEL, comme Oui, tu l'as dit au début. au moins qu'ils rappellent. Oui, bon après c'est rappelé. Il faudrait peut-être aussi, on en parlait. Un petit peu de sanction, peut-être. Voilà, Oui, le fameux pouvoir de sanction de l'ARCEP, on l'attend quand même parfois. oui. C'est assez rare qu'il tombe. Merci beaucoup, Lucas. Chaque semaine, on vous balance un chiffre et vous devez deviner à quoi il correspond. Ouais. C'est... Le chiffre de la semaine. Et ben voilà. C'est parti. Donc juste là, 300 gigaoctets. Alors on a eu 100, 150, 200, 250 et là 300. Dans le cas du Black Friday, BNU, donc la marque de Bouygues Telecom, et ensuite Red by SFR, la marque d'SFR, se sont lâchés 300 gigas pour un forfait, donc 13,99 ou 14 euros. Voilà, on a un gros paquet. Par contre, de data, on peut se poser 2 questions. Pourquoi autant du coup de data? Quand on voit bien que même chez Free, on a les limités, pourtant la moyenne de consommation des abonnés, c'est aux alentours de 15 gigas. Et puis aussi une autre question, c'est après, parce que du coup, on a pour l'instant des tarifs d'appel très alléchants, mais on sait aussi que Bouygues et SFR
sont un peu les rois pour nous habituer à des augmentations assez régulières. On se dit, voilà, on va encore se prendre 3 euros pour des augmentations sous couvert d'enrichissement. Donc ce serait pas plutôt à pâter les nouveaux clients pour ensuite mieux les augmenter. Le coup de bâton, quoi. Donc 300, c'est un peu arbitraire. C'est-à-dire, il y a ceux qui utilisent quelques gigas, et dans ce cas-là, ils n'ont pas besoin d'autant. Et il y a ceux qui sont en illimité. Quand on voit que dans les 4G box, donc pour une utilisation Internet gigas, fixe, c'est 250 gigas, je pense qu'il faut y aller. J'imagine qu'il y aura certains malins, justement, qui vont installer une carte SIM de ces forfaits-là dans leur routeur pour avoir 300 gigas pour pas trop cher. Tu penses ça, toi? Bon, j'imagine. Il y a des malins qui font ça avec des forfaits illimités free, donc pourquoi pas. En tout cas, tu détournes toujours le système, toi, j'ai l'impression, Lucas. En tout cas, voilà. C'est légal. C'est alléchant, mais vous êtes prévenus si vous allez vers ces offres. Ok, merci beaucoup Dimitri. On va continuer avec le débat de la semaine, ça s'appelle le Free Fight. Alors non, tu m'as oublié. Ah non, je t'ai oublié carrément. Eh oui. En plus, c'est 2 fois. deux fois je l'ai T'as pas oublié. laissé terminer tout à l'heure. Donc. Eh oui. Et justement, il y a plein d'autres infos cette semaine, c'est l'info à toute vitesse. Des infos que tu as apparemment pris plaisir à oublier. Donc, c'est parti. Donc, premièrement, je vous en ai parlé un petit peu lors du gros dos, il y a donc eu une mise à jour sur les serveurs de toutes les Freebox, estampillées 4.5.3. Elle apporte donc la nouvelle fonctionnalité que je vous ai présentée, mais également plusieurs correctifs, notamment sur le Wi-Fi et le téléchargement. Je ne vais pas vous assommer avec des détails techniques. Autre mise à jour cette fois pour l'interface TV Oki. Alors ça concerne notamment les iPhones et les iPads puisque le mode sombre est désormais supporté sur ces appareils. Si jamais vous avez activé le mode sombre dans vos paramètres iOS ou iPadOS, l'application va le suivre. Il y a également eu une mise à jour estampillée 1.2.0 sur Apple TV. Ça va notamment surtout concerner ceux qui ont obtenu une Apple TV, mais en dehors de l'offre de Free, puisque maintenant d'un simple swipe sur la droite de la télécommande Siri, vous allez pouvoir accéder à la liste des chaînes. Il y a également certains correctifs qui ont été apportés. Autre nouvelle qui a fait le bruit d'un coup de tonnerre dans les télécoms, c'est la démission du patron d'Orange. Max, tu m'as un petit peu brûlé la politesse tout à l'heure, mais c'est vrai. Donc, Stéphane Richard a été condamné à 12 mois de prison avec sursis et 50 000 € d'amende dans le cadre de l'affaire Bernard Tapie. Je ne vais pas vous faire un récapitulatif de toute l'affaire. Ça n'a aucun rapport avec Orange en tout cas. C'est ça, c'est très compliqué et ça n'a effectivement pas de rapport avec Orange. Dans tous les cas, le président va donc quitter ses fonctions le 31 janvier 2022. La question se pose maintenant de qui pourrait le remplacer, des noms en interne ou en externe. Il est resté 11 ans, c'est énorme. Exactement, oui. C'est lui qui a transformé le groupe. C'était un petit peu le visage d'Orange depuis pas mal d'années. Et c'est aussi c'est lui qui a réinstauré aussi un climat social favorable à la suite des suicides qu'on a connus chez Orange. Et puis aussi le déploiement de la fibre où Orange est l'acteur numéro 1. Stéphane Richard a joué un rôle prépondérant aussi dans ce gros chantier-là. Et il y avait une entente particulière entre Stéphane Richard et Xavier Niel. Il a apaisé aussi les relations entre les opérateurs alternatifs et Orange. Qui va venir à sa place, voilà. J'aimerais pas être à la place de celui ou ceux qui vont devoir succéder à ce mastodonte. Mais si, il faut pas être aussi pessimiste. Ça risque d'être compliqué. Enfin bref. Parce que donc, là, on se retrouve avec Stéphane Richard, PDG. La fonction de PDG va être coupée, divisée en deux. D'un côté un président et d'un côté un directeur général, un peu comme Free, un peu comme les autres. Exactement, mais dans tous les cas, j'aimerais pas être à leur place pour cela. En tout cas, voilà, je vais passer maintenant aux abonnés Freebox et même à tous les abonnés de toutes les box, y compris ceux qui ont un décodeur Canal, puisque la chaîne Mélodie TV est offerte pendant le mois de décembre. On change un petit peu d'ambiance. Donc, elle est disponible sur le canal 262 de la Freebox avec une programmation anniversaire, notamment en mettant en avant les années 60, les années 70 et les années 80. Chaque semaine sera dédiée à une décennie. Exactement. Et moi, par exemple, les décennies 80, évidemment. Bah, tu les as vécues. J'étais jeune, j'étais ado, mais ça me rappelle des souvenirs. Moi, par contre, ça me rappelle rien du tout. J'étais pas né. On voit bien les souvenirs un petit peu dans tes pas de danse. Jeanne Basse et compagnie. Bien entendu. Un jour, il faudra qu'on vous montre des vidéos d'Olivier qui danse. Non, on ne montrera jamais ces dossiers sur à 100%. C'était la dernière info ? C'est fini. Ok, merci beaucoup. Lucas, du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va passer au débat de la semaine, c'est le Free Fight.
va vous parler de télécommande. Vous vous dites, pourquoi parler de télécommande? Bien justement, parce que les télécommandes ont changé. Avant, on avait l'habitude d'avoir la télécommande juste avec les 10 chiffres. Maintenant, chaque télécommande commence à intégrer les services de SVOD. On pourrait celle de la Freebox Pop, par exemple, on va avoir juste une image, où on voit que directement, on a accès à Netflix, Disney+, Prime Video, Canal+. France Télévisions s'est plaint auprès des députés en disant que même sur certaines télécommandes, on n'a même plus le pavé numérique pour pouvoir choisir ses chaînes. Les services de SVOD sont trop mis en avant. Les députés sont sur l'affaire, parce qu'il y a une mission flash qui a été mise en place. TF1 et M6 se sont plaints aussi, les patrons du PAF, finalement. Toutes les chaînes linéaires, Toutes les chaînes linéaires. Voilà. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'on risque pas d'avoir une télécommande immense si tous les services de SVOD sont directement accessibles sur une télécommande? Qui veut prendre la parole sur ce sujet? Dimitri? En fait, on peut se dire que comme ces télécommandes ont été réfléchies, c'est qu'il y a une demande qu'utilisateur, c'est ce qui est le plus utilisé. C'est ce on va dire, on va pas faire une télécommande par pays non plus. Le constructeur va proposer son appareil, c'est pas pour avoir une télécommande par pays. On propose ce qui est le plus utilisé, ce qui est le plus utile de pays en pays. Pour moi, il y a une cohérence. Là, par exemple, Canal+, la touche Canal+ n'est pas présente. Canal+ n'est pas présente. Non, mais si les boutons sont là, c'est qu'il y a une demande côté utilisateur aussi. Netflix fonctionne très bien. Pourquoi ne pas proposer ce qui répond aux besoins de l'utilisateur, en fait? Bon, voilà, après, en tout cas, cette mission Flash-là, elle a pour but de vérifier s'il n'y a pas d'entrave en termes de concurrence entre l'exposition des services SVOD et les chaînes. Il y a eu un refus du gouvernement l'été dernier, puisque les patrons du PAF s'étaient déjà exprimés sur la question, mais ils étaient en pleine négociation sur le décret SMAD. Donc là, les parlementaires, comme tu l'as dit, Olive, s'emparent un petit peu de l'affaire avec cette mission Flash là. Donc ça concerne les télécommandes, ça concerne aussi les écrans d'accueil sur les box. Alors pour les télécommandes, je ne vois pas comment on pourrait interdire au final les boutons des services SVOD, en tout cas sur les télécommandes des télé connectées, puisque les fabricants ne sont pas français. Alors leur demander aussi, si vous voulez vendre des télé connectées sur le territoire français, il faut avoir des télécommandes adaptées. On ne veut pas de Netflix, on ne veut pas Prime Video, on ne veut pas du reste sur nos télécommandes. Donc ça, c'est une vraie problématique. Sur l'Apple TV, il n'y a pas du tout le pavé numérique. On ne peut pas du tout accéder aux chaînes. Mais ça pour l'instant, c'est encore assez rare, les télécommandes sans aucun pavé numérique. Mais c'est un problème. Et ça, c'est un exemple vraiment isolé. Les télé connectées proposent des télécommandes avec le pavé numérique, mais faudrait peut-être pas que ça devienne une tendance, parce qu'effectivement, la question se pose, et les patrons du PAF, en tout cas, estiment qu'il y a une surexposition des services SVOD donc sur les écrans d'accueil des box. Je pourrais en parler, parce que après les opérateurs sont libres aussi dans leurs négociations de mettre ce qu'ils veulent ou pas en avant, et cela entraîne en fait un déséquilibre de la concurrence selon les patrons du PAF, mais aussi ça nuit à la souveraineté culturelle française. Donc Lucas, il y a quand même tout n'est pas fiché pour autant, il y a quand même une petite évolution. Exactement, il y a eu une évolution avec la modification d'un article de loi datant de 1986 qui prévoit justement à partir du début de l'année prochaine de forcer un petit peu à mettre en avant les services d'intérêt général sur les écrans d'accueil, notamment des téléviseurs ou des box. Alors la question elle se pose cependant, d'intérêt général. Qu'est-ce qui est d'intérêt général? Ça peut être les chaînes du service public peut-être, mais est-ce que France 4 peut être considéré comme de l'intérêt général par exemple? Chaîne d'info en continu aussi. Ça pourrait également être les chaînes d'info en continu. Dans tous les cas, le terme n'est pas encore très très clair. Ce qui est sûr, c'est que ça pourrait ravir le service public. Les chaînes du service public, il y a une obligation, les opérateurs sont obligés de reprendre les chaînes publiques, par exemple. Ça pourrait être la même chose sur les télécommandes, par exemple, qui est une obligation. C'est vraiment les mettre en avant. Mais typiquement, et puis ça voudrait dire quoi? Qu'il faudrait mettre à tout prix en avant Salto, par exemple, dont le service public est actionnaire, par exemple. Au même titre que les actionnaires privés. TF1, voilà, au même titre que d'autres chaînes privées, mais dans tous les cas, ça voudrait dire peut-être devoir mettre en avant Salto. À ce compte-là, d'autres problèmes concurrentiels se posent. D'ailleurs, j'aimerais bien revenir sur ce que tu as dit, Max, au niveau des télécommandes et de forcer les fabricants à nous faire des télécommandes particulières. Ce serait pas la première fois que la France ou l'Europe en général se mettent à forcer des fabricants étrangers à changer leurs habitudes. Typiquement, ça a été le cas avec l'iPhone, lorsque au
on les a forcés à tout prix à nous fournir encore un kit main libre, alors que dans leur boîte, alors que iPhone avait revu toute sa logique au niveau. Ça s'est décidé au niveau de la France ou de l'Europe? C'était de l'Europe, effectivement. Mais dans tous les cas, ce serait pas la première fois qu'on voit une spécificité, un organisme extérieur essayer de forcer les fabricants. On voit quand même qu'aujourd'hui, les chaînes en France, je parle du marché français, ont du mal face aux services SVOD qui sont en pleine progression. Après, pour un utilisateur lambda, je pense que j'ai une télécommande avec Netflix, pour moi, c'est une touche de raccourci, ni plus ni moins. Quand j'ai envie de regarder Netflix, je regarde Netflix. Oui, c'est ça. Donc pour moi c'est une meilleure ergonomie et j'ai un accès direct à Netflix, donc il n'y a que du positif. Après, si je peux regarder Envoyé spécial qui défonce Nicolas Hulot, je gérais sur l'A2. Donc l'intérêt est quand même de conserver les touches du pavé numérique sur les télécommandes pour pouvoir accéder aux chaînes linéaires. Mais qui en plus les touches des services SVOD, là, à l'heure actuelle, je ne vois pas en quoi ce serait une entrave à la concurrence. Est-ce que vous utilisez vraiment les touches de la télécommande, puisqu'on a déjà une home, par exemple sur la Freebox, où on a accès à tous ces services-là sans avoir besoin d'appuyer directement sur la télécommande. Il suffirait juste d'une touche directionnelle. Moi, personnellement, j'utilise directement l'interface de la Freebox pour me diriger vers telle ou telle chaîne. C'est ce qu'on a sur, par exemple, la télécommande de l'Apple TV pour Free. Voilà. Il n'y a pas de pavé numérique. Typiquement, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est qu'au niveau des télécommandes, il y a aussi une problématique autre, c'est que, ça dépend un petit peu de l'usage qu'on va en faire. J'ai envie de dire, moi, sur une télécommande d'écran de TV connectée, je vais beaucoup plus avoir besoin effectivement des boutons de plateforme, pas forcément des boutons numériques, parce que je vais pas les utiliser. Ma gestion des chaînes, elle va se faire sur mon décodeur autre, que ça soit, je sais pas moi, sur MyCanal ou quelque chose comme ça, mais depuis une box notamment, ou un décodeur Canal+, par exemple. Donc typiquement, autant pour les box, je pense que le pavé numérique doit être maintenu, ça doit être quelque chose quand même qui doit être assez encore utilisé. En revanche, par exemple, pour les téléviseurs de télécommande connectés, pour les télécommandes de téléviseurs connectés, il n'y a plus vraiment besoin du pavé numérique, puisque la plupart du temps, en fait, si jamais vous appuyez sur ce bouton-là, vous allez vous retrouver sur un écran noir complètement buggé. Là-dessus, je ne vois pas trop l'intérêt. Puis même si on pousse un peu plus loin, dans ce cas-là, on peut dire que si on regarde de 1 à 9, dans ce cas-là, ça met en avant les 9 premières chaînes. Dans ce cas-là, on vire tous les boutons. 600 boutons, ça ne pourquoi on ne mettrait pas dans ce cas de 1 à 20. Enfin, dans ce cas, on peut pousser le principe un peu plus loin. Pour toutes les chaînes de la TNT. On a des télécommandes qui sont comme ça. Ou alors, simplement remplacer les télécommandes par des petites. Il y a Alexa qui permet d'aller sur la commande vocale, la commande vocale pourrait être. Free avait trouvé une solution avec sa télécommande tactile de la Freebox Delta. Qu'il a finalement complètement abandonné. Où vous pouvez contextualiser justement le menu, vous pouvez choisir si on voulait le pavé numérique. Ce qui n'est jamais arrivé non plus. C'était prévu. Alors c'est contextualisé. Quand on appuie sur Netflix, on arrive sur un menu spécifique à Netflix. On avait vu d'autres choses qui pouvaient être proposées dessus. On imagine que ça aurait pu très bien être... chacun pouvait mettre sur chaque touche celle qu'il souhaitait. Spotify, etc. Voilà. Donc ça, c'est une solution chacun puisse justement choisir à quoi correspond chaque bouton. Typiquement, moi j'ai encore envie de dire à quoi sert encore maintenant une télécommande à l'heure où énormément d'utilisateurs ont des smartphones, une application par fabricant par exemple. Tu penses pas à la majorité des Français. Toi t'es dans le futur, c'est bien, mais t'es progressiste si tu veux, mais quand t'es au lit, il fait tout noir. Justement, sur un smartphone, en plus c'est rétroéclairé, contrairement à une télécommande. Pense à la ménagère de moins ou plus de 50 ans, elle est bien contente. Pas forcément. Non, mais tu sens pas une télécommande télé, elle doit rester une télécommande télé. Celle-ci, elle est quasiment inutilisable parce qu'on ne peut pas rechercher les boutons, il n'y a pas... typiquement, voilà. Elle ne fonctionne pas, Free l'a arrêté justement. Oui, mais un smartphone, typiquement, on pourrait... C'est exactement pareil qu'un smartphone. Ah non. On ne sent pas les boutons dessus. Ah oui, non, mais on ne sent pas les boutons, mais on les voit. Le soir, quand tu es tout seul dans ton lit... tu les vois beaucoup mieux sur un téléphone. Bon, si tu regardes. Puis après, si on met les commandes vocales, on dira finalement c'est Google, Amazon qui est mis en avant. C'est peut-être l'avenir, mais on n'en est pas là. Ah non, on n'en est pas là, mais moi, c'est là-dessus, je me posais la question de est-ce qu'il y a encore maintenant besoin. Pour l'instant, pour moi, j'ai l'impression que de moins en moins. Bon, moi, je m'en sers toujours en tout cas. Est-ce que c'est bon? On a terminé? Oui, visiblement. C'est un jeu très intéressant, les télécommandes. On verra ce qu'en disent les députés, en tout cas. Pour nous, c'est terminé, donc on vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine, évidemment, pour Totalement Fibré, tous les jours sur le site universfreebox.com. Et quant à nous, on vous souhaite un bon week-end. Ciao.